Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier Ibuka pour son invitation à prendre la parole lors de ce colloque. Alors mon intervention, elle va être très modeste et je vais un peu essayer de vous expliquer comment ça se passe sur le terrain du secondaire, quand on travaille sur ces thématiques, l'enseignement, l'histoire des crimes de génocide, dont je suis animatrice socioculturelle. On a un programme d'éducation à la citoyenneté qui s'appelle La haine, je dis non, et on rencontre environ 2000 jeunes à partir de 16 ans, entre 16 et 20 ans, 2000 jeunes par année qui participent à notre programme. Et grâce à ces rencontres, finalement, il y a certains constats qui peuvent être dressés. Donc je vais vous proposer dans un premier temps d'essayer de dégager le principe, le défi qui est le nôtre lorsqu'on doit aller rencontrer les jeunes et leur parler de cette thématique. Finalement, les stratégies qu'on utilise pour tenter de rendre l'enseignement efficace. Et puis, pour terminer, je vous parlerai de quelques ressources qu'on a mises en place, avec lesquelles on travaille, et peut-être aussi les limites et les difficultés qu'on rencontre. Alors tout d'abord, l'enseignement de l'histoire des génocides, notre travail auprès des jeunes s'intègre dans un plan d'action, peut s'intégrer dans un plan d'action qui a été mis en place en 2004 par le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan. Il a dessiné un plan avec 5 points qui permettent de prévenir le génocide. Et dans ces 5 points, il y a un point qui me parle tout à fait particulièrement, qui explique que les risques de génocide peuvent être réduits en s'attaquant aux causes profondes de la violence et du conflit, à savoir la haine, l'intolérance, le racisme, la discrimination, la tyrannie. Et je pense que notre travail s'inscrit vraiment dans ce point précis. Ce qu'on propose aux jeunes, finalement, c'est de travailler autour de la haine de l'autre, de comprendre comment peut naître cette haine de l'autre et où elle peut mener. L'erreur serait de croire que l'enseignement de l'histoire des génocides fonctionne comme un vaccin contre le racisme et contre la haine de l'autre. Malheureusement, il n'en est rien. Alors, lorsqu'on aborde l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda ou bien l'histoire de la Shoah, le pédagogue se retrouve face à un défi. C'est-à-dire qu'il va devoir proposer un cours, une espèce de leçon, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de précision, qui va permettre à l'élève de comprendre les fondements intellectuels, politiques et le processus qui mène au génocide. Mais il ne peut pas se contenter de donner un cours, parce que parler du génocide, c'est avant tout parler d'êtres humains, de vies qui ont été anéanties, de personnes qui avaient un itinéraire singulier avant, pendant et parfois après le génocide. Et donc on se retrouve face à ce défi. Et face à ce défi, j'ai pu remarquer qu'il y avait 2 tendances qui étaient identifiables. La première, c'est de considérer le génocide comme un objet d'histoire et de l'analyser comme tel, c'est-à-dire de la manière la plus froide possible en s'attachant au processus et au fondement. Et puis il y a une deuxième tendance que j'appelle la tendance de l'émotion, la religion de l'émotion, où on va davantage s'intéresser à la mémoire, au destin particulier, et où on va tenter de tout miser sur l'émotion. Parler d'un génocide, parler des faits, ça suscite l'émotion de manière quasiment immédiate. C'est pas très compliqué de déclencher cette émotion quand on parle de génocide. Or, on doit faire attention parce que l'émotion, elle ne suscite pas la réflexion et malheureusement, elle n'enseigne rien. Donc finalement, je pense qu'en tant que pédagogue, ce qu'on doit pouvoir faire, c'est essayer de trouver des stratégies qui vont nous permettre de créer une rencontre entre le champ de l'histoire et le champ de la mémoire. Se concentrer uniquement sur l'aspect historique n'est pas suffisant, surtout quand on parle à un public d'adolescents. Et se concentrer uniquement sur l'émotion n'est pas suffisant non plus, puisqu'on ne parvient pas à en dégager des enseignements, et donc finalement, on va rester bloqué sur cette émotion. Et donc, une des stratégies qu'on développe au CCLJ pour tenter cette rencontre entre le champ de l'histoire et le champ de la mémoire, c'est de donner du sens et de mettre en lien, de
stimuler la rencontre, justement. Je crois que ça va être le mot important de ma contribution. C'est permettre aux jeunes de rencontrer le sujet, permettre aux jeunes de se rencontrer entre eux autour de cette thématique, permettre aux jeunes de rencontrer des témoins, de rencontrer des documents authentiques, des histoires particulières, et peut-être parfois aussi permettre aux jeunes de se rencontrer lui-même par rapport à cette histoire. Parce que parler de génocide, c'est avant tout parler d'humanité, et donc quelque part parler de nous. On travaille aussi sur 2 axes, celui de la compassion dont parlait tout à l'heure Marianne Verplanck, donc tenter de stimuler la compassion des jeunes par rapport au sujet, mais aussi et surtout essayer de les motiver, de les faire passer d'un statut de spectateur à celui d'acteur. Donc tenter de les responsabiliser. On est citoyen et acteur de la société dans laquelle on vit, on a une responsabilité par rapport à celle-là. Et je pense que le travail sur l'histoire des génocides peut amener à cette prise de conscience si on arrive à ce que la rencontre fonctionne. Alors souvent, quand je me retrouve face à des élèves, ils vont nous demander pourquoi on vient leur parler de cette histoire-là, pourquoi on vient de leur parler de la Shoah, toujours la Shoah, on ne parle que de ça ou que des Juifs, pourtant ça a eu lieu il y a tellement longtemps, et il y a tellement de choses qui se passent à l'heure actuelle dont on ne parle pas. Ou bien ils peuvent nous dire pourquoi on vient nous parler de ce génocide des Tutsis au Rwanda, ça s'est passé tellement loin. Et donc finalement donner du sens et mettre le sujet en lien avec l'élève, c'est premièrement lui expliquer que si, en tout cas c'est ce que je leur dis très simplement, je ne suis pas une nostalgique du passé. Ce qui m'intéresse, c'est pas spécialement de vous parler du passé, c'est de travailler sur cette thématique parce qu'en fait, ce qui motive le crime de génocide, c'est le racisme. Et le racisme, c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui est présent dans nos sociétés actuelles, c'est quelque chose qui, dans certaines conditions socio-politiques et économiques, peut se déclencher, peut grandir et peut mener à un génocide. Et donc ramener l'histoire du génocide à cette question du racisme, je pense que directement ça fait sens par rapport à ce public d'adolescents. On travaille à Bruxelles et en Wallonie, on est face à des adolescents d'origines multiples et qui sont parfois eux-mêmes victimes de ce racisme ou de cette discrimination. Et donc là, il y a un écho qui s'opère. Insister aussi sur le fait que parler de l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda ou parler de la Shoah, c'est finalement parler de l'histoire de la Belgique. L'histoire de la Belgique occupée par les nazis, l'histoire de la Belgique qui colonise l'Afrique. Et donc on peut insérer l'enseignement de l'histoire de ces génocides dans une réalité, dans une proximité des jeunes qu'on rencontre et la mettre en lien avec l'histoire de la Belgique. Donc les aider à comprendre que le génocide n'a pas eu lieu dans un passé dépassé ou étranger à nous, qu'il a eu lieu hier et que d'une certaine manière il a eu lieu ici. Donc on les met en lien avec la thématique. Aussi, parler de la Shoah ou du génocide des Tutsis, c'est parler des questions liées à l'immigration, c'est parler des réfugiés, c'est parler de la colonisation, c'est parler de la discrimination, donc des thématiques actuelles, des thématiques qui font sens, qui font écho auprès des jeunes qu'on rencontre. Alors le génocide aussi, c'est une catastrophe d'origine humaine qui résulte d'un long processus. Ce n'est pas un accident de l'histoire, un génocide. Et comme ce n'est pas un accident de l'histoire, ça peut être évité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce processus, des actions pourraient être entreprises qui bloquent le processus. Alors parler du processus, parler de cette catastrophe humaine, ça nous permet d'aider les jeunes à être en alerte, à être vigilants face à certains discours qui prônent la haine de l'autre, le repli identitaire, la discrimination. Et puis finalement, en travaillant sur l'histoire des génocides, on peut aussi aborder la question de la responsabilité humaine, la question du choix. Dans des contextes et des situations semblables, eh bien, des personnes ont fait le choix du bourreau et d'autres personnes ont fait le choix du juste. Et donc, il y a la liberté individuelle qui est là. Et puis finalement, parler de cette responsabilité, de cette liberté de choix individuelle,
Ça nous permet de rester inscrits dans la marche du monde et d'insister sur notre responsabilité de citoyen. Alors concrètement, comment ça se passe ? On rencontre les instituteurs, les professeurs, inscrivent leurs élèves à notre programme. C'est un programme annuel et sur une année scolaire, on propose des rencontres au centre communautaire laïque juif, donc des matinées ou des journées consacrées à l'un des génocides du XXe siècle. On part d'abord rencontrer les élèves dans leur classe, où on va tenter de donner une espèce de bagage commun à tout le monde. Donc on va revenir sur le processus, la nature du crime, les caractéristiques du crime, et on va parler de l'histoire du Rwanda depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, où on va parler de l'histoire de la montée du nazisme en Allemagne, de l'invasion en Belgique et de la manière dont le processus génocidaire s'est mis en place. Je vous disais que le mot rencontre, c'est un mot important dans cette intervention. En effet, quand on va dans les classes, finalement, on se rend compte qu'avec notre identité juive, on confronte déjà les jeunes à la diversité, à la rencontre avec l'autre. Et parfois, alors qu'on doit leur parler d'un sujet historique, on se retrouve à leur parler de droits de l'homme, on se retrouve à parler de racisme, on se retrouve à parler de discrimination, de vivre ensemble. Et donc, la thématique, bien qu'elle soit primordiale dans notre activité, elle est parfois aussi un prétexte à autre chose. Alors, une fois qu'on les a rencontrés dans leur classe, tous les jeunes viennent au CCLJ, on peut accueillir des groupes de 200 jeunes, c'est-à-dire que ce sont des jeunes d'horizons très variés, qui viennent d'établissements scolaires différents, de types d'enseignements différents, et là il y a une deuxième rencontre qui s'opère, où on va rencontrer des jeunes de notre âge autour d'une thématique, mais des jeunes qui ont des origines différentes, qui ont des parcours de vie, des parcours scolaires totalement différents, parfois des jeunes qui viennent de Wallonie, et qui ne vivent pas dans des classes multiculturelles et qui sont complètement étonnés en entrant dans Bruxelles, simplement, en arrivant au CCLJ, en rencontrant des jeunes d'origine totalement différente de la leur. Et là, il y a une deuxième rencontre qui a lieu. Ensuite, la rencontre avec le témoin. Souvent, on propose aux témoins de venir rencontrer les jeunes, de parler aux jeunes, d'échanger avec eux. C'est un moment aussi très important du processus pédagogique. Alors bien sûr, on a développé des dossiers pédagogiques, des expositions, on travaille à partir de pièces de théâtre. Tout à l'heure, l'intervenante, Madame Brinker, parlait de la littérature, de l'art. L'art, c'est quand même un médium extrêmement efficace pour aborder cette thématique. On a l'habitude de travailler avec une pièce de théâtre qui s'appelle « Sur ma colline », qui est inspiré du témoignage d'Esther Moujawayo. On aimerait bien aussi développer un outil autour du livre Petit Pays de Gaël Faye. Je pense que sa fiction est une façon intéressante d'aborder la thématique du génocide des Tutsis au Rwanda, mais de biais. Avec une espèce avec une vue de côté, la vue d'un jeune qui est dans un autre pays, qui est finalement spectateur de ce qui se passe dans le pays voisin. On va également organiser notre deuxième voyage d'études pour les professeurs, à destination des professeurs au Rwanda, cet été, au mois de juillet. Alors ce voyage d'études, il permet une chouette rencontre de nouveau, une rencontre notamment avec des historiens, des chercheurs, des docteurs rwandais. Je pense que c'est important aussi que l'histoire du Rwanda, elle soit prise en main et transmise à nos enseignants ici en Europe par des professeurs, des historiens, des chercheurs rwandais. Il y a une vraie rencontre qui s'opère. Ça permet aussi aux profs de remettre un petit peu leur perception de l'Afrique en jeu. C'est une rencontre avec le pays, une rencontre avec la culture et une rencontre avec les Rwandais. Et donc même si ce voyage d'études se veut d'aborder l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda, on remarque qu'il y a vraiment plein d'autres enjeux qui entrent en jeu dans ce voyage d'études. Je terminerai avec quelques difficultés rencontrées dans notre pratique professionnelle. Premièrement, quand on
dans les classes, souvent les jeunes nous demandent mais pourquoi on ne parle pas d'autres conflits, pourquoi on parle toujours de ce qui s'est passé il y a longtemps, pourquoi on ne parle que de génocide. C'est quelque chose qui revient de manière très récurrente, qui marque une espèce de blocage auprès des jeunes. Et je pense que quand le dialogue s'instaure, quand on leur explique que la raison peut-être d'aborder le crime de génocide, c'est notamment cette question du racisme, ce lien que cette histoire a avec la Belgique, alors tout doucement, on parvient à les embarquer avec nous dans cette histoire. Le manque de repères historiques, il y a des cours, des élèves dans certaines options qui ont très peu d'heures d'histoire, et donc on arrive avec des thématiques qui sont le résultat d'un processus, qui sont les conséquences d'une histoire passée, et le manque de repères historiques pose un vrai problème pour un enseignement de qualité. Aussi, certains élèves ont un accès à une information biaisée via Internet. Je pense qu'on en a suffisamment parlé lors de ce colloque, via des forums négationnistes, des réseaux négationnistes qui sont très actifs en Belgique. Et donc, on se retrouve face à des jeunes qui sont porteurs de cette idéologie négationniste et aussi, et souvent, d'une idéologie complotiste. Notre difficulté, c'est que parfois, par souci de facilité, beaucoup de professeurs et d'éducateurs vont rechercher l'émotion à tout prix. Et là, c'est vraiment une limite à ne pas franchir. Il faut vraiment être vigilant avec le travail autour de cette émotion. Ce sont des thématiques qui véhiculent beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Donc, il y a un vrai travail à faire autour des stéréotypes et des préjugés. Et puis finalement, j'ai envie de conclure par là, c'est des profs qui ont envie de s'investir dans la thématique, mais qui se retrouvent, qui sont très frileux, parce qu'ils se rendent compte que ça peut soulever des tensions à l'intérieur de leur groupe classe. Et j'ai l'impression que ces profs manquent d'outils pédagogiques. Et quand les outils pédagogiques sont à disposition, ces profs manquent de formation à l'utilisation des outils. Et je pense que là, il y a un véritable enjeu, c'est d'accompagner nos professeurs dans l'utilisation des outils pédagogiques, les aider à dégager non pas uniquement des savoirs et des connaissances, mais surtout des savoir-faire et des savoir-être pour pouvoir aborder de la meilleure manière que ce soit la question des génocides du XXe siècle. On est parti dans une école à Ixelles qui s'était engagée, donc la commune d'Ixelles avait engagé la plupart de ses écoles dans un projet autour de la pièce de théâtre sur ma colline. Ina et moi, on était chargés de rencontrer les élèves avant leur venue au CCLJ. On s'est retrouvés dans une école professionnelle, une école où je pense qu'il y a une dizaine de filles dans l'école. Donc c'était des groupes de garçons, une école qui propose des formations de mécanique, d'électricité, donc des métiers typiquement entre guillemets masculin. Et un jeune garçon d'origine africaine m'a interpellée sur une question et ça m'a vraiment fait réfléchir. Il m'a dit mais pourquoi à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, déjà pourquoi on vient aujourd'hui seulement maintenant nous parler de cette histoire? Il est en 6e année, donc en 7e année, il termine son cursus. Pourquoi on nous parle seulement maintenant de colonisation? Pourquoi on nous parle seulement maintenant de cette histoire-là? Et pourquoi surtout on vient nous parler de l'histoire de l'Afrique à travers des choses négatives essentiellement, à travers des exemples de personnes qui ont mis en place des choses terribles, avec toujours cette idée des sauvages qui s'entretuent. Donc on a aussi tous ces stéréotypes racistes qui restent vraiment en place. Et il me dit que lui, il aimerait bien qu'on vienne, qu'on parle de cette histoire, mais à travers plutôt des héros positifs, des exemples positifs de personnes qui ont pris leurs responsabilités, qui sont engagées dans des mouvements de résistance, résistance à la colonisation, résistance à la dictature, résistance à la tyrannie. Et donc je pense que ce jeune avait envie de nous inviter à les stimuler à partir d'exemples positifs et donc de leur montrer des exemples d'humains qui vont prendre leurs responsabilités, qu'en fait c'est possible aussi de faire le choix du juste. Et finalement, il est de notre devoir de montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire la différence, s'inscrire de manière positive dans la marche du monde en prenant à un moment donné les responsabilités. Et pour les encourager à faire ça,
on doit pouvoir leur montrer des exemples positifs de personnes qui ont réussi à faire ça. Voilà, merci beaucoup.